Dans la presse avec Hélène Frade, comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et à la une de la presse, cette annonce hier par Emmanuel Macron, donc de l'augmentation des dépenses de défense en France. Effort historique, indispensable selon le président de la République. Pour être libre, il faut être craint. Le chef de l'État soutient que jamais depuis 1945, la liberté n'a été si menacée et annonce, vous l'avez dit, 3,5 milliards d'euros supplémentaires pour la défense en 2026. 3 milliards de plus également pour 2027. Si une partie de l'opposition de gauche dénonce un discours belliciste et une course en avant de l'armement, l'effort annoncé serait approuvé par près de 7 Français sur 10, selon un sondage du Figaro, qui reconnaît que certes la contrainte budgétaire est terrible, la dette française abyssale, mais assure, je cite, qu'entre une défense renforcée et adaptée au temps présent et de l'argent dépensé pour faire fonctionner un État en surpoids, je cite toujours, les Français choisissent sans mal. La capacité de la France à se défendre dans le traditionnel défilé du 14 juillet sera bien l'illustration. Toujours selon le Figaro, l'heure serait moins à la fête qu'à la crédibilité, d'où la présence aujourd'hui sur les Champs-Élysées des unités de la 7e brigade blindée qui défileront en bloc opérationnel et tenue de combat. C'est une première. 7000 hommes et femmes, dont 5600 à pied, près de 70 avions, 35 hélicoptères, 247 véhicules et 200 chevaux. Pour plus de détails, consultez notamment Le Parisien aujourd'hui en France. Invité d'honneur de cette année, 449 militaires indonésiens ouvriront cette parade. La Croix rappelle que l'Indonésie est un client important de l'industrie de l'armement française, le second en Asie du Sud-Est après l'Inde, qui était l'invité d'honneur de l'année dernière. À l'occasion de ce défilé, le président Prabowo Subianto pourrait d'ailleurs finaliser de nouveaux contrats, dont l'achat de 24 Rafales, selon des informations de la tribune citée par la Croix. Le journal évoque une occasion pour l'Élysée de célébrer une alliance stratégique avec l'Indonésie, mais aussi de fermer les yeux sur les crimes massifs attribués à l'armée indonésienne et à son président, notamment les multiples violences contre les Papous depuis l'annexion de la Papouasie occidentale par Jakarta il y a maintenant 56 ans. L'effort français en matière de défense qui est partagé par d'autres pays membres de l'Union européenne, c'est notamment le cas de l'Allemagne. Alors que le chancelier Friedrich Merz dit vouloir porter les dépenses militaires et d'infrastructures jusqu'à 1 000 milliards d'euros pour les 10 prochaines années, son ministre de la Défense presse les fabricants d'armes à tenir leurs engagements européens dans un entretien accordé au Financial Times, qui fait état également, vous le voyez ici à côté de moi, de la promesse de Kim Jong-un de soutenir inconditionnellement Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine. La Russie qui utilise désormais moins de blindés et plus de véhicules civils et légers, y compris des motos et des trottinettes. C'est ce que raconte Le Monde, qui indique que cette adaptation répond à la fois à la baisse des stocks de véhicules blindés, mais également à la vitesse désormais nécessaire pour avancer sur le front. Voilà pour ce dossier. Hélène, dans la presse aussi, il y a cet accord durant le week-end, d'accord entre indépendantistes et loyalistes autour de la Nouvelle-Calédonie. Ce compromis qui prévoit la création d'un État de Nouvelle-Calédonie est présenté par le Figaro comme un saut dans le vide, dans la mesure où ce document, le premier d'ailleurs à être signé par les deux parties depuis les accords de Nouméa de 1998, suscite, je cite, une foultitude de questions, à commencer par son accueil, son acceptation sur place. Libération fait état déjà de premières critiques qui émergent dans l'archipel, aussi bien chez les loyalistes qui parlent d'une ligne rouge franchie avec cette notion d'État de Nouvelle-Calédonie, que chez les indépendantistes, dont certains estiment que cet État qui serait intégré à la Constitution française ne relève pas d'une avancée vers une pleine souveraineté, mais plutôt, je cite, d'un écran de fumée. Voilà, une première en Nouvelle-Calédonie. Et puis une 8e candidature à la présidentielle pour Paul Biya au Cameroun. Le pays prévient d'ores et déjà qu'il ne faut pas rêver d'une alternance démocratique au Cameroun, du vivant de Paul Biya, tant le système électoral est verrouillé de l'intérieur. On a comme l'impression que Biya a fermé la porte, avalé la clé de l'alternance et qu'aucun laxatif ne permet de la sortir de ses entrailles, ironise le journal burkinabé. Paul Biya, maintenant, est toujours Wakat Serra, un rappel à l'inoxydable président, 92 ans, que les règnes interminables sont source de frustrations diverses et débouchent sur le chaos, ou à tout le moins sur des incertitudes et des remous sociaux difficiles à apaiser.
Et il y a aussi du sport dans la presse, évidemment. Hélène, beaucoup d'actualités sportives à l'issue de ce week-end chargé du foot, du tennis notamment. Et commençons par la défaite du PSG en finale de Coupe du Monde des clubs hier face à Chelsea qui a balayé les Parisiens 3-0. Mais le Parisien aujourd'hui en France reste poli et dit merci quand même. Mention spéciale à l'attaquant Cole Palmer, auteur d'un beau doublé, et au Daily Star pour le jeu de mots du jour. He's got the whole world in his hands. Il a le monde entier dans ses mains. Les supporters français qui peuvent se consoler néanmoins avec la victoire des Bleus ES hier. Elles sont qualifiées donc pour les quarts de finale de l'Euro. Elles se sont qualifiées hier face aux Néerlandaises, 5-2. Et du coup, l'équipe chante traîner. Il y a de la joie aussi pour Yannick Sinner en Italie, qui a remporté Wimbledon face à Carlos Alcaraz, d'où le titre de roi du monde attribué par la Stampa. L'actualité sportive, c'est aussi le Tour de France, Hélène. Tour de France cycliste en ce jour de fête nationale, une 10e étape qui passe par l'Auvergne, le Massif central. Et oui, vous le savez, qui dit Tour de France dit aussi spectateurs déguisés sur le bord des routes. Et il y en a pour tous les goûts, cochons gonflables, radars, bécassines ou même, paraît-il, pignata. Qu'ils soient amateurs ou mascottes officielles, même quand le mercure affiche 30 degrés, pas question pour ces forçats du Tour de lâcher le costume. Michael, 37 ans, raconte dans Le Parisien aujourd'hui en France comment il réussit à tenir le coup sous son petit costume de salamandre. J'ai un ventilateur de cou portable sous mon masque. Et oui, je triche, sinon là, ce serait impossible. Force à lui. La rubrique spectacle vivant, toujours estival, Libération, avec le Festival d'Avignon qui se tient aussi en ce moment. Et avec lui, le retour du sempiternel débat. Damien, doit-on dire à Avignon ou en Avignon, quelle est la bonne proposition ? Sachez que le sujet fait débat même chez les locaux, puisqu'une collègue de Libé dans la région soutient notamment que ceux qui disent en Avignon sont soit des ploucs, soit des Parisiens. Merci pour eux. Qu'à cela ne tienne, Libé a posé la question à Maria Candéa, elle est professeure en linguistique française, et son verdict est sans appel, dire en Avignon est une hypercorrection, c'est-à-dire une forme d'erreur en voulant bien faire. Donc Damien, si vous passez la prochaine fois dans le coin, pensez bien à dire que vous allez à Avignon. Et pour Arles, c'est pareil ? C'est pareil. Ok, merci. J'arrête pas de dire en Avignon, donc je corrigerai. Merci. Vous êtes plouc ou parisien, je ne sais pas. Parisien en tout cas, c'est sûr. Pour le reste, je vous laisse juge. Merci beaucoup, Hélène. On le disait.